L'objectif de cette vidéo est d'étudier le mouvement d'un satellite quand Newton rencontre Kepler. Pour cela, nous allons, dans un premier temps, montrer que le mouvement d'un satellite est uniforme, puis déterminer l'expression de sa vitesse, et enfin, nous allons déterminer l'expression de sa période de révolution en retrouvant la troisième loi de Kepler. Observons l'énoncé. On nous dit que depuis la base de Kourou, en Guyane, proche de l'équateur à 6 degrés de latitude, un tir de fusée Ariane a placé en orbite un satellite de communication de type télécom de masse M. Alors on peut voir sur le schéma la Terre, le point S correspond au point matériel qu'est le satellite. Ensuite on nous dit que ce satellite géostationnaire est en orbite circulaire dans le plan équatorial à une altitude de 36 000 km environ. Donc cette altitude se prend à partir de la surface de la Terre, elle est donc représentée par H sur le schéma. On nous donne également sa période de révolution et on nous dit qu'elle est d'environ 86 000 secondes en 24 heures. Alors dans une première question, on nous demande de montrer que le mouvement du satellite géostationnaire en orbite circulaire est uniforme, c'est-à-dire qu'on veut montrer que sa vitesse est constante. Lorsque l'on fait un problème en mécanique, la première chose à faire, c'est d'étudier la situation, c'est-à-dire de poser le référentiel, le système, le bilan des forces, mais également le repère dans lequel on va étudier le mouvement. Alors, le référentiel qui est choisi ici, c'est bien entendu le référentiel géocentrique. Ensuite, nous allons définir le repère qui est déjà présent sur le schéma. Donc ce sera un repère de Fresnel qui a pour origine le centre du satellite et comme vecteur unitaire T et N. Donc c'est un repère qui est en mouvement. Le système étudié, c'est bien entendu le satellite. Et on peut enfin faire un bilan des forces. Il n'y en a qu'une, c'est la force d'attraction gravitationnelle. Alors cette force d'attraction gravitationnelle est dirigée vers le centre de la Terre. Son point d'application, c'est le satellite S, donc ce point matériel S. Et ce qui est intéressant, c'est que sa direction et son sens seront donnés grâce au vecteur unitaire n. Donc quand on écrit l'expression de cette force d'attraction gravitationnelle, on a le vecteur F qui est égal à G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite, divisé par la distance de centre à centre, ici c'est le rayon de la Terre plus l'altitude, et on n'oublie surtout pas d'écrire le vecteur unitaire n, parce qu'un vecteur est égal à un vecteur. Un vecteur nous donne trois informations, la direction, le sens, la valeur. Si vous n'écrivez que g mt m sur r plus h au carré, vous ne donnez que la valeur. Maintenant, nous pouvons appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces qui s'exercent sur le satellite est égale à m fois l'accélération. La seule force qui s'exerce sur le satellite, c'est donc la force d'attraction gravitationnelle, elle est égale à m fois a. Dans un repère de Fresnel, l'expression de l'accélération s'écrit suivant t, donc on a d de v sur d de t, et suivant n, on a v au carré sur la distance de centre à centre, donc r plus h. L'expression de cette accélération dans le repère de Fresnel va être utilisée pour pouvoir répondre à la question. Elle est indispensable ici. D'ordinaire, on sait que l'accélération, c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps dans un repère cartésien, mais dans un repère de Fresnel, l'expression de l'accélération doit être écrite de cette manière. Alors, il y a une démonstration pour passer de l'un à l'autre, mais qui ne va pas être développée ici. Alors maintenant, écrivons les coordonnées de la force d'attraction gravitationnelle. Suivant t, cette coordonnée est nulle, parce que comme vous le voyez sur le schéma, la force F, représentée en bleu, n'est que suivant n. Alors, suivant t, cette force est nulle. Maintenant, suivant n, eh bien, la coordonnée s'écrit g mt fois m sur r plus h, le tout au carré. Donc là, on a les coordonnées de la force d'attraction gravitationnelle dans le repère de Fresnel. Maintenant, nous allons écrire les coordonnées de l'accélération
dans le repère de Freinet, alors ça a déjà été écrit juste en haut, mais nous allons opter pour la même esthétique concernant l'écriture. Donc on a d de V sur d de T, suivant T, et on réécrit V au carré sur R plus H, suivant N. Donc cette manière de disposer les coordonnées, c'est juste pour mettre en évidence, pour que ça vous saute aux yeux, le fait que on va d'abord regarder toutes les coordonnées suivant T, et ensuite toutes les coordonnées suivant N. Et qu'est-ce qu'on remarque? Si on utilise la deuxième loi de Newton, on constate que la somme des forces suivant T doit être égale à m fois l'accélération suivant T. Ce qui nous conduit à écrire que d de V sur d de T est égal à 0. Et si la dérivée de la vitesse est égale à 0, cela signifie que la vitesse est constante. Par conséquent, nous venons de montrer que le mouvement est uniforme. Alors, on peut ajouter, même si ce n'était pas demandé dans la question, que V au carré sur R plus H n'est que suivant N, puisque d de V sur d de T est égal à 0. Par conséquent, l'accélération peut être qualifiée de centripète. Donc si l'accélération est centripète, le mouvement est circulaire. Donc ici, on a répondu à la question « Montrer que le mouvement du satellite géostationnaire en orbite circulaire est uniforme ». Alors maintenant que nous savons que le mouvement est uniforme, nous voulons retrouver l'expression de la valeur de la vitesse du satellite. Nous avons vu à la question précédente que A était égal à V au carré sur R plus H. R plus H, je le rappelle, c'est la distance de centre à centre, où on prend en compte le rayon de la Terre et l'altitude du satellite. Alors A est suivant N, puisque l'accélération est centripète. Réécrivons l'expression de la force d'attraction gravitationnelle, la force que la Terre exerce sur le satellite. Donc cette force est également suivant N. Réécrivons la deuxième loi de Newton. Donc la force que la Terre exerce sur le satellite est égale à m fois A. Et donc, quand on écrit l'expression de cette force d'attraction gravitationnelle, on peut trouver cette expression qui peut se simplifier en barrant les vecteurs unitaires de part et d'autre. Donc en simplifiant l'expression, on retrouve l'expression de la vitesse. Dans la troisième question, on devait en déduire l'expression de la période de révolution. Donc l'expression de la vitesse en général, c'est une distance divisée par un temps. Ici, ce temps, ce sera la période de révolution et d, ce sera la distance parcourue sur l'orbite, c'est-à-dire la distance correspondant à un cercle, 2π fois r plus h. On sait que la vitesse au carré est égale à g mt sur r plus h, ça a été donné dans l'énoncé et on l'a retrouvé tout à l'heure. On met au carré pour se débarrasser de la racine. V au carré d'autre part est égal à 4π carré fois r plus h au carré, le tout divisé par t carré. Et on va égaliser les deux expressions. On se retrouve donc avec gmt sur r plus h qui est égal à 4π carré fois r plus h au carré sur la période au carré. On isole t au carré et d'ailleurs, on peut remarquer tout de suite qu'on a retrouvé la troisième loi de Kepler qui nous dit que le carré de la période de révolution est proportionnel au cube du demi-grand axe. Alors ici, on a affaire à un cercle, donc il s'agit du rayon de l'orbite. Et donc, en écrivant l'expression de t, on trouve que cette expression est égale à 2π sur racine de gmt fois r plus h à la puissance 3/2. Nous avons donc étudié le mouvement d'un satellite, montré que ce mouvement était uniforme, on a retrouvé l'expression de cette vitesse constante et nous avons pu retrouver la troisième loi de Kepler en utilisant la deuxième loi de Newton. Attention, ce n'est pas parce que la valeur de la vitesse est constante
que le vecteur vitesse est constant. Un vecteur est constant si sa direction, son sens et sa valeur ne changent pas. Or ici, nous avons une trajectoire qui est circulaire. Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Par conséquent, sa direction va changer au cours du mouvement.